Salut, c'est Thomas Rozek. À la question de savoir qui nous sommes, qu'est-ce qui nous définit, on peut apporter tout un tas de réponses. Nos origines sociales, culturelles, religieuses éventuellement, les trajectoires de nos parents, de nos grands-parents, à partir desquels ou contre lesquels on s'est nous-mêmes construits. Mais on pourrait aussi parler du lieu d'où on vient, celui qui nous a vu naître, celui où on a grandi. Cet espace-là, avec ses spécificités, il tient chez nous tous une place décisive. Il a, à des degrés divers, déterminé bien des choses dans notre façon d'être au monde. Ça vaut autant pour ceux qui y sont restés que pour ceux qui l'ont quitté, qui sont allés se réaliser loin de lui. Pour ces derniers, la question du retour, permanent ou temporaire, au hasard pour les fêtes de fin d'année, devient alors un enjeu de taille. Comment reprend-on le chemin de chez soi ? C'est une des questions qui va nous accompagner durant notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Notre invitée, c'est ma consoeur Nassira El Moadem. Elle est journaliste, ancienne patronne du Bondi Blog. Elle vient de signer aux éditions de l'Iconoclaste un livre baptisé « Les filles de Romorantin ». Elle y raconte justement son retour dans cette ville du Loir-et-Cher, sa ville natale, 19 000 habitants, une ville moyenne, comme on dit, ancien bastion industriel, aujourd'hui bousculé, comme tant d'autres, par les bouleversements économiques et sociaux. J'ai demandé à Nassira quel était le point de départ de ce retour à Romorantin. C'est compliqué pour moi de répondre parce que c'est un projet auquel je pense depuis très longtemps, que j'ai en tête depuis même des années, et que j'ai jamais eu le temps de pouvoir faire. Donc c'est des réflexions comme ça en vrac qui viennent au gré de mes retours à Romorantin pendant les vacances, les week-ends, etc. Il y a des moments comment dire, d'étincelles un peu intellectuelles parce que tu fais des rencontres, tu retrouves des gens et tu dis tiens, ça va donner quelque chose d'intéressant, etc. Et puis des moments où ça retombe et tu reviens un peu sur tes pattes. Voilà, c'est des allers-retours comme ça, un peu de réflexion permanent pendant quelques années. Mais c'est vrai que le mouvement des Gilets jaunes m'a donné l'envie vraiment d'y aller franchement, parce que je me suis dit que c'était maintenant ou jamais, quoi. Ouais. C'est-à-dire que je savais qu'il y avait un petit mouvement qui se créait à Romorantin, que je suivais à travers les réseaux sociaux. Mais ça, tu racontes ça part d'une curiosité journalistique en plus, de se dire tiens, à Romorantin, sur les groupes Facebook, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait, et là, il y a un cheminement qui se fait, un cheminement supplémentaire qui se fait. Mais en fait, il y a une déformation intellectuelle permanente où chaque objet de ta vie quotidienne est susceptible d'être un sujet. Mais c'est vrai que Romorantin concentrait déjà à l'époque, quand j'y réfléchissais, et concentre toujours plein de problématiques contemporaines sur le développement de ces petites villes, sur la question aussi de l'attachement à nos villes, à nos territoires, quand on est issu de ces villes et qu'on part, et qu'est-ce qu'il advient quand on revient, et est-ce qu'on est toujours attaché, et puis voilà aussi les parcours des gens qu'on a connus. Tout ça, j'avais envie de le faire dans un grand portrait, et je savais pas comment le faire, quelle forme ça allait prendre, est-ce que ça allait être un documentaire, est-ce que ça allait être du podcast, est-ce que ça allait être un livre, et en fait ma rencontre avec la maison d'édition de l'Iconoclaste a fait que c'était évident que ça allait être un livre, parce qu'ils avaient tout à fait compris ce que j'avais envie de faire. Quelle image tu avais avant d'entamer ce retour récurrent, même si tu revenais déjà à Romorantin voir ta famille de temps en temps, avant d'entamer cette espèce de retour au long cours, quelle image tu avais de la ville ? Tu t'étais construite de la ville au fur et à mesure ? Déjà, c'est une image de nostalgie, évidemment. Quand on est enfant d'une ville, on en garde beaucoup de souvenirs d'enfance, des images qui restent, des événements auxquels on est attaché, des gens, des moments particuliers. Donc c'est beaucoup ça aussi qui reste dans la tête. Et puis moi j'étais connectée en permanence parce que je m'étais faite des alertes Google, que j'écoutais tout ce qui pouvait se dire et je lisais tout ce qui pouvait s'écrire sur Romorantin dans la presse quotidienne régionale, France 3, etc. Et puis j'avais aussi des amis, j'ai toujours des amis qui sont restés et qui me parlaient en permanence de Romorantin telle qu'elle est aujourd'hui. Et pour ça, il faut rendre grâce aux réseaux sociaux. Qui permet de garder ce lien. Donc j'en avais à la fois une image d'un passé nostalgique et en même temps aussi d'un présent tout à fait contemporain et tout à fait en prise avec la réalité. Tu t'attendais à trouver ce que tu as trouvé là-bas ? Oui, j'ai pas été surprise en fait de ce que j'ai
trouvé entre guillemets, parce que ça correspondait tout à fait à l'évolution de la ville telle que moi je la comprenais au vu de ces contacts et de ces échanges. Donc j'étais pas surprise. Ce qui est surprenant, c'est l'image globale en fait qu'on en tire une fois qu'on pose le crayon. C'est assez vertigineux en fait. Et ce qui est vertigineux, c'est en fait surtout la démarche personnelle. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas au remous que tout ça allait pouvoir créer en moi. Je pense que j'ai péché un peu par orgueil journalistique qui consiste à penser que parce qu'on garde une certaine distance vis-à-vis du sujet sur lequel on travaille, ça ne nous touche pas trop. En fait, non, ça nous touche beaucoup. En tout cas, ça m'a beaucoup touchée parce que tout fait écho à ma propre vie, à mon propre parcours, parce que les gens que je retrouve sont des gens qui ont compté pour moi, qui comptent toujours pour moi, et donc tout ça fait écho à ma propre vie. Donc ce n'est pas anodin et ça a forcément un impact sur moi, quoi. Il y a un personnage qui traverse le livre, au-delà des personnages réels, humains, c'est une usine, c'est l'usine Matra. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui, Matra Automobile, c'était l'usine, the usine, si on peut dire, de Romorantin. C'est là où on construisait la fameuse Espace, la Renault Espace, qui a été une révolution dans l'industrie automobile, et vraiment je pèse mes mots. C'était le premier monospace en Europe. Inspiré des monospaces américains. Exactement, des vannes. Et d'ailleurs, le directeur industriel de l'usine Renault, l'usine Matra, de Romorantin, était parti aux États-Unis pour pouvoir importer le concept même de van transformé en monospace. Et en fait, ce qui était passionnant à apprendre avec cette enquête-là que je mène pour le bouquin, et je l'ignorais, c'est que quand le directeur industriel va taper aux portes des grandes entreprises, Renault, Peugeot, Citroën, au début tout le monde fait la gueule, tout le monde comprend pas, ça marchera jamais, ça marchera pas, impossible, etc. C'est la réponse de Peugeot, c'est la réponse de Citroën. Puis finalement Renault dit ok, bon on y va. Ils y croient pas trop, mais bon ils tapent. Et ils le font. Au début c'est un peu un échec quand même, ça se vend pas trop, puis il faut attendre une année pour que le concept fonctionne bien. Et en fait, ce qui était hyper intéressant, ce qui est hyper intéressant avec l'exemple de Romorantin, c'est que on n'est pas sur des grandes usines type Sochaux pour Peugeot, type Sandouville par exemple Renault. On est vraiment sur des modèles d'usines très 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 moyens, quoi. C'est à 3500 employés à tout casser au plus fort de l'industrie, donc c'est pas grand chose, mais c'était une fierté, quoi, pour le territoire, à la fois pour Romorantin, pour le bassin d'emploi global, la Sologne, le sud du Loir-et-Cher, et puis aussi même pour la région tout entière, parce que il fallait voir, les gens venaient de Bourges, de Tours, d'Orléans pour venir travailler à Romorantin. Et donc travailler à l'usine de Romo Matra, c'était une fierté, c'était être sûr d'être bien payé, parce qu'on était payé 20 à 30% de plus que les ouvriers du coin. C'était avoir un comité d'entreprise extrêmement fort qui permettait d'aller en voyage. Bon, mes parents sont partis en Afrique du Sud, au Canada, des voyages qu'ils n'auraient jamais pu faire sans le comité d'entreprise de Matra. Voilà, les repas de Noël, etc. Tout ça, une vie ouvrière extrêmement forte, presque une vie familiale, quoi. Et ça dure pendant 25 ans, 30 ans, et puis tout ça s'arrête. C'est un tissu social par-dessus le tissu social qui disparaît, et c'est là qu'on retrouve la problématique, en gros, des Gilets jaunes, qui est le point de départ aussi de ton livre, et qui est une problématique qu'on a beaucoup décrite pendant cette crise des Gilets jaunes, qui est justement la désagrégation, la disparition de ce qui fait le tissu social. Oui, c'est ça. En fait, ce qui est très intéressant à observer, à analyser, notamment avec les Gilets jaunes de Romorantin que j'ai suivis pendant plusieurs mois, c'était que beaucoup d'entre eux n'ont pas forcément connu Romorantin à l'époque de Matra, n'ont pas connu Matra en fait, n'ont pas travaillé à Matra. Ils n'étaient pas des ouvriers de Matra. Non, alors ils avaient forcément des amis, etc. Parce qu'on a tous dans la famille ou dans nos amis quelqu'un qui à un moment donné dans sa vie a travaillé à Matra. Mais c'était pas leur cas. Eux sont souvent des employés de
toutes petites structures, voire des chauffeurs routiers, donc des gens qui sont dans des structures où en fait il n'y a pas de matelas social, quoi. Donc il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas d'élus, il n'y a pas de représentants, et il n'y a pas cette vie ouvrière. Et donc c'est vrai que du coup le mouvement des Gilets jaunes, moi comment je l'ai analysé avec le bouquin, c'était en fait c'est l'antithèse de Romorantin à l'époque de Matra. C'est-à-dire des gens qui sont extrêmement seuls dans leurs activités professionnelles, mais qui à un moment ont ressenti le besoin de se retrouver à la fois sur des revendications sociales, la dignité au travail, le fait de pouvoir gagner dignement sa vie, etc. Mais aussi sur des solidarités, en fait, sur un concept de solidarité un peu primaire, quasi familiale, où on se retrouve autour d'un repas, d'un barbecue, etc., pour tout simplement juste se retrouver. Et du coup, je pense que l'exemple de Matra aussi est resté dans les têtes des gens. Même s'ils l'ont pas connu, ils l'ont connu à travers la mémoire, et puis à travers comme les expérience récits, collective. etc., exactement. Et du coup, je pense que ça reste effectivement comme une sorte de maître étalon de ce que peut être une solidarité sociale au sens ouvrier, par exemple, du terme. Ouais. Le titre du livre, Les filles de Romorantin, il n'est pas anodin, parce que c'est beaucoup des histoires de femmes. C'était prévu ou ça s'est imposé à toi ? Non, c'était pas du tout prévu. En fait, au fur et à mesure de mon terrain, de mes retrouvailles, avec les éditrices, on s'est rendu compte qu'effectivement, la majorité des personnes que je retrouve étaient des femmes. Ce qui évidemment n'est pas un hasard, parce que moi je suis une fille, et puis forcément j'ai des amis filles, et donc du coup je les retrouve. Et puis c'est aussi les amis de ma maman, et c'est aussi l'entourage familial, et par réflexe naturel, c'est vers elles en fait que je me tourne. Mais ça dit beaucoup de choses en fait aussi sur la société locale en fait. Les femmes que je retrouve, qui étaient peut-être des jeunes filles à l'époque et qui sont aujourd'hui des femmes, sont beaucoup des femmes qui sont à la tête de familles monoparentales, qui galèrent souvent au quotidien et qui doivent redoubler d'efforts et aussi de solidarité, comme on le disait tout à l'heure, pour pouvoir élever leur famille, pour pouvoir élever leurs gamins, etc. Et donc ça c'est quelque chose à laquelle j'avais pas forcément pensé et qui m'était pas naturel au départ, c'est-à-dire que j'avais pas du tout imaginé, et c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est le portrait finalement global que j'allais faire après de cette petite ville que je connaissais pourtant très bien. J'avais pas imaginé à quel point ces cellules familiales là, monoparentales féminines, étaient extrêmement importantes à Romorantin. Et en fait, si. Et je l'ai vu à la fois à travers le mouvement des Gilets jaunes, mais je le vois aussi avec mon amie d'enfance Najette, et puis Lucia, la voisine, que je retrouve aussi. C'est assez fort, en fait, de voir ces femmes qui sont âgées de 35, 50 ans, 60 ans, mener leur barque un peu comme elles peuvent, mais tenir, quoi. Mais tenir pas juste... pour elles-mêmes, mais aussi agir en solidarité dans leur quartier, dans leurs associations, etc., tenter des choses. Caroline, mon amie d'enfance, qui crée un jardin communautaire, Najette, qui s'engage dans l'association du quartier de Saint-Marc où elle habite pour ses filles et puis pour les élèves du quartier. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup frappée, quoi. Je le savais, en fait, mais je m'en étais pas rendu compte et je ne savais pas quel impact ça pouvait avoir effectivement sur la ville. Dans ce livre, il est aussi question, évidemment, de politique à différents degrés, mais aussi de politique municipale très concrètement. Tu vas même rencontrer le maire de Romorantin. Comment est-ce qu'ils ont eux perçu le livre dès sa conception? On sent qu'ils sont pas fans de la démarche. Ils me le disent pas très clairement au tout début. Je sens qu'il y a un loup, mais on me dit rien. Donc moi, comme on me dit rien, je continue. Je fais mon enquête. Et puis au fur et à mesure, les adjoints, les élus, les chefs de service que j'essaye de rencontrer, je dis bien que j'essaye parce que je n'y arrive pas, à part quelques-uns, me disent, mais tu sais Nassira, ce serait quand même bien que tu ailles voir monsieur le maire, c'est important. Donc moi, effectivement, j'allais de toute façon aller le voir, mais on me pressait quand même pour aller le voir. Donc j'ai bien compris qu'il fallait que j'aille le voir très vite. Donc je vais le voir. Et là, je suis abasourdie parce que Jeannie Lorjou, donc qui est le maire de la ville de Romorantin depuis que je suis née, depuis 35 ans, m'explique en fait qu'effectivement, il m'a mis des bâtons dans les roues, qu'il a demandé aux élus et aux gens de la mairie de ne pas me parler parce qu'il pensait que j'étais venue en service commandé pour l'opposition locale dans le cadre des élections municipales à venir.
Alors là, je suis un peu scotchée quand il me le dit vraiment très tranquillement. Ouais. C'est-à-dire que il me donne l'impression d'être tout à fait convaincu de ce qu'il me dit, quoi. Donc je lui explique que non, que voilà, je fais un travail de journaliste, que je suis journaliste et que je n'ai pas d'autre ambition que de raconter la ville avec ce projet-là, quoi. Donc tout ça reste en fait, c'est-à-dire que cette légende locale qui consistait à penser que j'étais là pour les élections municipales est restée tout le long de mon enquête et m'a un peu freinée dans mes rapports avec les adjoints, etc. Et je trouve ça dingue et surtout dommage parce que l'idée c'était d'avoir les points de vue de tous ceux qui font la ville. Et il était hors de question de ne pas donner la parole à ceux qui sont aux manettes depuis 35 ans et qui ont malgré tout façonner la ville. Alors on peut aimer, on peut critiquer, etc. Mais il fallait qu'il puisse exister, quoi. Donc du coup, ça n'a pas existé. Mais à leur détriment. Et du coup, je raconte effectivement cette rencontre avec le maire qui est absolument hallucinante et qui ne comprend pas en fait comment il peut y avoir un jugement sur la façon dont il a dirigé cette ville pendant 35 ans et comment certains considèrent qu'à un moment il faut qu'il parte, quoi. Que voilà, il faut peut-être donner la possibilité à d'autres de pouvoir diriger cette ville et de proposer autre chose, etc. Il y a un déni en fait qui est triste et en même temps qui est assez fascinant de ce type de baron local qui en fait ne comprend pas ça et qui, je pense, est complètement effrayé à l'idée de partir. De passer la main. De partir. Parce qu'on est face à un animal politique, il faut le dire. Jeanine Orgeau, c'est quelqu'un qui a compté dans la Mitterrandie. Il a été extrêmement proche du président François Mitterrand, très proche de son fils Jean-Christophe Mitterrand, qui faisait partie de la cellule élyséenne de l'Afrique, africaniste de l'Élysée, et qui a été quelqu'un qui a compté dans les cercles du pouvoir à un moment donné, ancien député, ancien sénateur, et qui aujourd'hui n'a plus que ce mandat de maire. Et la question c'est, qu'est-ce qu'il adviendra de ce monsieur si un jour il était amené à ne plus être maire de Romorantin? Et ça, je crois que lui et son équipe ne l'imaginent même pas. Et donc je pense que je suis en fait une sorte de... je sais pas comment dire, mais... Je représenterai peut-être quelque chose qui leur échappe. Il y a un épisode qui illustre très bien l'incompréhension qu'il peut y avoir entre les pouvoirs locaux et ta démarche. C'est une rencontre qui a eu lieu après la sortie du livre, pour le coup, à la médiathèque. Dans une médiathèque municipale. Alors c'était pas à la médiathèque. Ah, c'était pas une médiathèque. C'était organisé effectivement par le directeur de la médiathèque, mais c'était à la Fabrique Normand. Et pour la petite histoire, c'est intéressant parce que la Fabrique Normand, c'est la structure culturelle qui a été créée sur l'autel des miettes de l'usine Matra qui avait été détruite à l'époque. Et donc cette rencontre, elle s'est pas passée exactement comme une rencontre classique. Non, c'était dingue. En fait, ce qui est dingue dans l'histoire, c'est que moi, j'ai complètement joué le jeu. C'est-à-dire que dès janvier, donc juste après la signature avec la maison d'édition sur le projet, je vais voir la mairie de Romorantin de manière complètement innocente, quoi. Je vais les voir en leur disant, écoutez, j'ai ce projet-là, ce serait bien qu'on puisse faire quelque chose ensemble une fois le projet sorti, une fois le livre sorti, pour construire quelque chose avec les Romorantinais, une rencontre ou que sais-je. Au départ, j'avais même pas vraiment pensé à ce que ça pouvait avoir comme forme, mais en tout cas j'avais engagé le dialogue avec la mairie pour créer quelque chose. Et puis au fur et à mesure on construit cette rencontre. Donc cette rencontre elle était sur le papier c'était comme n'importe quelle rencontre que je peux faire avec des lecteurs. C'est tu vas dans un lieu où tu retrouves les lecteurs et puis tu débats avec eux sur le livre, quoi. Enfin classique, le vraiment truc de base. De base, exactement. Et donc du coup moi je m'inquiète pas plus que ça, donc on pose la date du 15 novembre et puis le 15 novembre arrivant, j'arrive à la Fabrique Normand. La salle était pleine à craquer, il y avait des gens debout tellement il y avait plus de place, à peu près 700-800 places. Et là, je découvre le déroulé de la soirée. Et en fait, dans le déroulé de la soirée, je n'existais pas. C'est-à-dire que l'intitulé de l'événement, c'était « Rencontre avec Nassira El Mouadem ».
Sauf que Nassira El Mouadem n'existait pas dans le déroulé de la soirée. Voilà. Donc il y avait une projection de photos d'un club photo local, il y avait une lecture d'extraits de mon livre, mais lorsque je demande à l'élu à la culture, Madame Le Déant, à quel moment je prends la parole devant les Romorantinais, elle me dit ah non, mais ce n'est pas prévu, je ne le souhaite pas, je souhaite maîtriser les débats. Et donc du coup, je suis obligée de ruser pour prendre le micro, et de pouvoir parler avec le public. Et c'était incroyable parce que les gens les huaient l'élu en question, les adjoints qui étaient là, et en fait, ils ont voulu un peu me piéger, mais je pense qu'ils se sont aussi fait prendre dans leur propre piège parce que tout ça s'est retourné contre eux. Les gens étaient extrêmement déçus en fait de ne pas pouvoir prendre la parole, tout simplement parce que l'atmosphère était vraiment tendue, quoi. Oui. Et surtout, les mots étaient extrêmement durs. C'est-à-dire que l'élu à la culture me dit à un moment: vous n'avez pas trahi les vôtres, entendez, vous n'avez pas trahi votre famille, vos amis, mais vous avez trahi votre ville. Donc là, je prends ça quand même en pleine face. Et voilà, et donc je leur explique que moi, mon objectif, c'était pas de dresser une carte postale de Romorantin, ni une encyclopédie d'abord de Romorantin, parce qu'on me dit, mais vous n'avez pas parlé de ça, vous n'avez pas parlé de ça. Enfin, c'est assez classique quand dans le travail journalistique, on nous reproche. L'exigence d'exhaustivité. Exactement, donc je leur explique. Mais je leur dis surtout que moi, j'ai un regard, et donc je pose mon regard. On peut en discuter, on peut ne pas être d'accord. Enfin, c'est tout à fait normal et sain même. Mais en revanche, les procès en trahison et en déloyauté... oui, c'était très très particulier à vivre. Ouais. Il y a une réflexion, un questionnement qui traverse tout ce livre, qui est en gros une interrogation autour du transfert de classe. Ce que ça veut dire être un ou une transfuge de classe. Moi, j'ai la sensation qu'au fil du temps, parce que c'est pas le premier livre qui fait ce genre de démarche en ce moment, qu'on construit un peu un regard critique en ce moment sur ce qui a été un des grands mythes, ou en tout cas ce qui a été présenté longtemps comme étant l'aboutissement du modèle républicain, qui est l'élévation sociale. Oui, disons que ce qui, moi, me dérange dans cette conception-là, si j'ai bien compris ce que tu veux dire, c'est... comment dire ? C'est comme si c'était un aller sans retour. Tu vois ? Une sorte de... j'étais ouvrier, fils d'ouvrier, fille d'ouvrier. Je suis arrivée à une position sociale et économique favorisée, entre guillemets, CSP+, comme on dit en langage INSEE. Et puis voilà. Et puis je suis arrivée. Moi, j'ai du mal avec ça parce que, d'abord, je crois pas au fait qu'on arrive définitivement. Je pense qu'on est en permanence en aller-retour avec ses origines sociales, en l'occurrence pour ce cas-là, mais pour le coup, moi aussi, ethnique, culturelle, etc., puisque je suis fille d'immigrés marocains. Et donc, du coup, il y a plein de moments dans ta vie, dans ton quotidien aussi, où tu es rattrapé aussi par ce passé ou par cette identité. Tu vois, moi, quand je suis à Romorantin chez ma famille, je peux pas être comme je suis à Paris dans mon petit milieu journalistique. C'est tout bête, mais c'est pas possible. Je sais pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes réflexions, les mêmes délires, comme on dit. Et donc, du coup, il y a un rappel à l'ordre en permanence par rapport à ce quotidien-là. Et puis aussi, le milieu dans lequel tu évolues, toi, aujourd'hui, donc moi, le milieu journalistique, te rappelle aussi à l'ordre, quelque part, parfois. Que tu n'appartiens pas à ce monde-là, parce que tu n'as pas forcément les mêmes codes. Ce réseau très entre-soi aussi, où tu mets les pieds, où tu te demandes si tu es vraiment légitime, et on te fait rappeler aussi parfois si tu l'es ou pas. Donc tout ça, c'est vraiment des réflexions en forme d'aller-retour, quoi. Donc je crois pas où tu pars d'un point A et t'arrives à un point B et basta, en fait. Non, t'es en point A, point B, et en aller-retour en permanence, quoi. On quitte jamais vraiment Romorantin. Non, on quitte jamais vraiment Romorantin, non. Et je l'ai dit en introduction, mais je le redis, ça ne coûte rien, le livre Les filles de Romorantin, paru aux éditions de l'Iconoclaste. Il est disponible dès à présent en librairie. Merci à Nassira El Mouadem pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Laurent Bess, réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.